Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de me charger de modérer la toute dernière partie de ces journées d'études. Alors, un certain nombre de matériaux différents et de sujets variés, innovants ont déjà évidemment été largement abordés. Nous nous proposions de terminer ces journées sur une thématique intitulée Nouvelles perspectives, nouveaux choix, avec là encore des dossiers, des sujets extrêmement différents de ce qui a pu être abordé avant, qui compléteront vraisemblablement l'image que nous nous faisons du sujet, en tout cas pour ces 2 journées. Donc merci à Aymeric Raymond. On entend bien, oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, une petite précision technique. J'ai dû transférer mon PowerPoint en PDF et donc toutes mes excuses parce qu'il va y avoir beaucoup de texte. Donc j'ai essayé de rendre ça le plus vivant et le plus digeste possible. Donc pour ces journées organisées par le C2RMF sur le très riche sujet de la réversibilité, nous avons décidé au laboratoire Arcantique de vous présenter un sujet de recherche que nous avons mené ces dernières années, qui porte sur le patrimoine archéologique issu des fonds marins, avec en particulier, vous allez le voir, une typologie d'objets, d'abord considérés comme intraitables, puis finalement restaurés, mais de façon totalement irréversible. Et donc l'objectif de cette étude, et aujourd'hui de cet exposé, est de vous montrer en quoi la 3D et l'impression 3D peuvent constituer une alternative de traitement. Alors avant d'aller plus en avant dans la présentation de cette problématique, je vais vous décrire un peu le contexte de cette étude. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc l'étude a été faite au laboratoire Arcantique, qui est un laboratoire fondé en 1989 pour être intégré en 2015 au département de la Loire-Atlantique, dans une structure qui s'appelle Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Donc c'est une structure qui a pour objectif d'assurer la conservation, l'étude et la valorisation du patrimoine sur le département de la Loire-Atlantique, avec 3 grands secteurs. Un premier, le service archéologique. Un second, le laboratoire Arcantique, où nous faisons de la conservation-restauration et de la recherche appliquée au patrimoine. Et un troisième secteur, celui de la conservation, avec d'un côté le musée d'Aubray et de l'autre des sites départementaux, 6 sites départementaux dispersés sur tout le territoire du département. Suivant. Donc le laboratoire Arcantique est pluridisciplinaire avec 3 grandes missions. Tout d'abord, travailler au service de la conservation-restauration du patrimoine. Alors nous, on est essentiellement sur un patrimoine archéologique avec plusieurs ateliers. Le premier, c'est l'atelier métal, ensuite atelier sous-marin, matériaux organiques, céramique et verre et la conservation préventive. Deuxième grande mission, c'est la recherche, évidemment, avec un secteur de recherche et analyse et un secteur d'imagerie. Et enfin, troisième grande mission, c'est la diffusion de ces différentes recherches, de ces différentes expériences. Suivant. Alors, l'atelier du patrimoine sous-marin a été créé dès 1992. Ah oui, pardon. Alors, attends, est-ce que ça fonctionne mieux comme ça? D'accord. Donc, c'est un atelier qui est fondé dès 1992, donc très rapidement, en fait, après l'ouverture du musée. Voilà, c'est bon, je comprends le signe comme ça. Donc en fait, c'est un atelier qui fait vraiment partie de l'ADN du laboratoire Arcantique. Il est sous la direction de Gilles Baron depuis 2006 et on y traite une grande variété de matériaux, mais essentiellement des métaux, avec une large gamme de typologies allant du boulet de canon au canon, à proprement parler, et souvent associés avec des projets de recherche appliqués. Donc actuellement, 2 sont en cours dans cet atelier. Un premier sur l'aluminium issu des fonds marins, c'est un projet européen nommé Procraft, donc sous la direction d'Arcantique. Et le second projet, celui qui nous intéresse présentement, sur l'utilisation de la 3D et de l'impression 3D appliquée au patrimoine sous-marin. Diapo suivante. Donc parmi les grands chantiers qui ont été menés au sein de cet atelier, nous allons nous intéresser à celui de la Natière. Alors, il s'agit d'une fouille programmée menée par le DRASM au large de Saint-Malo sur 2 épaves corsaires échouées au XVIIIe siècle en rade donc de Saint-Malo.
C'est une fouille qui a été menée de 1999 à 2009, à raison d'1 mois par an. Et dès le début, en fait, il y a un projet de conservation-restauration qui est lancé. Donc, environ 2000 artefacts ont été mis au jour et 800 objets, donc essentiellement des objets métalliques, ont été traités au sein du laboratoire Arcantic. Donc, pour vraiment cibler maintenant notre problématique, nous allons nous intéresser, parmi tous ces objets, au cas des alliages ferreux. Alors, je parle volontairement d'alliages ferreux et non pas de fer, parce qu'en fait, le fer n'existe pas. Hein. Le fer est toujours associé avec du carbone dans des proportions plus ou moins importantes. Donc, j'ai parlé d'alliages ferreux. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, diapo suivante directement d'ailleurs, merci. Donc, prenons le cas de ce canon. Le canon finit au fond de la mer. Bon. Très rapidement, ce canon va être colonisé par des bactéries, ce qui va former un biofilm en surface de l'objet. Parmi ces bactéries, nous retiendrons les bactéries sulfato-réductrices, non barbares, qui désignent des bactéries qui vont très largement lancer et entretenir la corrosion des alliages ferreux en milieu sous-marin. Diapo suivante. Qui dit milieu marin dit grande quantité de chlorure, ces petits sels qui vont eux aussi largement contribuer à la corrosion du métal. Là, c'est représenté par un liseré orange autour de l'objet. Diapo suivante. Et puis, dans un autre temps, des éléments exogènes, donc des éléments marins, vont venir se déposer en surface du canon pour venir créer une gangue qui va être progressivement étanche et donc créer un milieu anaérobie, donc pauvre en oxygène, autour de cet objet. Diapo suivante. On se retrouve donc autour de ces objets en alliage ferreux avec une épaisse gangue qui crée un milieu pauvre en oxygène, ce qui fait la grande joie de nos bactéries sulfato-réductrices, donc ils vont proliférer. Un milieu riche en bactéries donc, et également en chlorure. Donc le cocktail gagnant pour une corrosion très importante des alliages ferreux en milieu sous-marin. Diapo suivante. Alors 3 options de résultats. Dans le meilleur des cas, donc quand on découvre les objets sont toujours dans leur gangue. Meilleur des cas, l'objet est conservé au sein de la gangue. Donc ça, on sait le traiter, il n'y a pas de problème. Deuxième option, l'objet n'est conservé que partiellement. La troisième option, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. L'objet n'est plus du tout conservé au sein de la gangue. Donc la gangue, finalement, devient l'empreinte d'un objet aujourd'hui totalement disparu. Diapo suivante. Donc voici un exemple du canon d'une arme à feu. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une gangue en proportion avec le diamètre original de l'objet. On a une gangue qui est quand même très épaisse, avec une gangue totalement creuse. Donc l'objet a complètement disparu. Donc finalement, comment réussir à traiter un objet qui a disparu ? Alors, la solution qui avait été trouvée et qui continue très largement à être utilisée encore aujourd'hui, c'est finalement d'utiliser cette gangue comme un moule, puisqu'elle a pris l'empreinte d'un objet. Donc on va y couler une résine, donc c'est le plus souvent une résine époxy, de l'araldite, et on va venir détruire la gangue pour récupérer le positif de l'objet. Diapo suivante. Donc voici un exemple. À gauche, une pioche, donc avec un manche en bois et une tête en alliage ferreuse. Donc vous voyez cette énorme gangue. La radiographie montrait que toute la gangue était intégralement vide. Donc on a fait la technique de cette coulée de résine. Et donc voici le résultat à droite, donc le manche toujours en bois et la tête en résine. Donc, voilà. Donc cette technique a eu quand même le grand mérite finalement d'être une proposition pour récupérer des objets et traiter des objets complètement disparus. Diapo suivante. Mais évidemment, cette technique présente de nombreuses limites. La première, c'est qu'elle est difficile et chronophage. Et la seconde, c'est qu'elle est totalement hasardeuse, parce qu'en fait, depuis le début, je parle de gangue creuse. En réalité, elle n'est pas totalement creuse, elle est remplie de sels métalliques qu'il faut tant bien que mal réussir à vider pour couler la résine, ce qui n'est pas toujours évident. Et clairement, c'est une technique irréversible avec une retraitabilité impossible, puisque la gangue, seule trace de l'objet, est détruite. Et donc, la technique est non reproductible à partir d'un original. Donc finalement, la destruction de ce qu'on va appeler un moule, la gangue, induit une perte de la dernière trace physique de l'objet d'origine. Diapositive suivante.
On a donc cherché une alternative à cette technique qui ne permettait pas une retraitabilité. Donc on a commencé par rédiger un cahier des charges. Donc cette technique devait permettre la conservation des gangs, évidemment, permettre l'obtention et la conservation des données archéologiques portées par l'objet, puisque c'est souvent la première chose qui intéresse les archéologues, c'est la valeur scientifique de l'objet, permettre un rendu sélectif des données, être abordable, être reproductible et évidemment respecter la déontologie de la conservation-restauration. Diapositive suivante. Donc pour cela, en fait, on s'est assez rapidement orienté vers la 3D. Donc ça, c'est une idée qui avait déjà été développée en 2014 par le laboratoire de conservation de Draguignan, qui avait utilisé la 3D et l'impression 3D pour imprimer, alors là, un objet complet. C'est-à-dire qu'ils avaient imprimé aussi bien les parties manquantes des gangs, mais également les parties qui étaient originalement conservées. En 2016, on lance les premières recherches sur l'utilisation de la 3D appliquée au patrimoine sous-marin au laboratoire Arcantique. Et on veut, nous, par contre, développer un protocole qui nous permette de n'imprimer que les éléments manquants de l'objet. Donc pour cela, on collabore dans un premier temps avec l'École centrale de Nantes. Et la recherche, à ce moment-là, est vraiment purement orientée sur l'impression 3D, c'est-à-dire le résultat, à proprement parler. Suivant. En 2019, on lance un projet de recherche un peu plus global sur la 3D et l'impression 3D, avec un travail aussi sur les problématiques de l'acquisition de l'image, donc c'est-à-dire toute la partie avant l'impression 3D. Donc à ce moment, à partir de 2019, on réfléchit sur l'ensemble de la chaîne opératoire, l'acquisition de l'image et l'impression de cette image. Suite au développement de ce protocole, arrive en 2020 le temps des commandes de fonctionnement et d'investissement, avec d'une part l'acquisition d'une console Apple et d'un logiciel de lecture des radiographies, le logiciel Oros, je reviendrai sur ce point, et ensuite l'étude du marché et la mise en place d'un marché public pour référencer nos prestataires, donc BCRX et Imalis, là aussi je reviendrai là-dessus plus tard. Et en 2021, les premiers résultats arrivent. Donc maintenant je vais vous présenter justement ce protocole que nous avons développé sur 2 ans. Donc le protocole en fait se fait en 3 grandes phases: l'acquisition de l'image, l'impression 3D et ce que nous avons appelé l'usinage, c'est-à-dire finalement tout le travail de reprise sur ces impressions 3D. Suivant. Alors, l'acquisition de l'image. Donc là, tout l'enjeu, en fin de compte, était de réussir à obtenir l'image interne d'une gangue, donc un élément non visible, réussir donc à acquérir le négatif de l'objet au sein de cette gangue pour transformer ce négatif en positif 3D afin de faire une impression 3D. Donc pour cela, on s'est orienté vers une technique qui s'appelle la tomodensitométrie. Donc en fait, c'est une technique d'imagerie qui se base sur la radiographie par rayon X, qui permet de radiographier l'objet selon les 3 axes de cet objet. Donc on obtient finalement, sous forme de radiographie, une vision 3D de l'objet, à la fois surfacique, mais également interne. Donc là, c'est là où nous, ça nous intéresse, puisque ça nous permet de pouvoir obtenir la forme interne de la gangue de l'objet disparu. Le format numérique est en DICOM, en DCIM. Pour cela, pour pouvoir lire ces fichiers très particuliers, c'est là où nous avons acquis le logiciel Oros et sur lequel nous nous sommes formés, parce que tout ça, c'est du milieu médical, donc totalement extérieur au milieu de la restauration. Et nous, il s'agit d'une prestation qui est réalisée par la société BCRX à Rennes. Suivant. Donc à gauche, là, vous avez l'exemple d'un pistolet. Donc là, c'est une impression d'écran que j'ai faite à gauche de la radiographie, donc de la tomodensitométrie. Et à partir de là, notre prestataire va venir isoler les seuls éléments que nous souhaitons imprimer, c'est-à-dire les éléments manquants. Donc là, à droite, en bleu, l'exemple du chien, donc c'est le système d'armement que notre prestataire est venu isoler. Donc là, c'est là où le travail de restaurateur arrive, puisque c'est vraiment de la responsabilité du restaurateur de suivre et d'accompagner ce travail d'isolation par notre prestataire, pour être sûr d'isoler les bons éléments. Suivant. Donc nous avons isolé les documents à partir du fichier radiographique. Il faut ensuite les transformer en fichier 3D. Donc là, on a un transfert d'un dossier d'un format DICOM en un format STL, donc de la radiographie à la 3D. Alors là commencent les problèmes, parce qu'en fin de compte,
la 3D repose sur un nuage de points. Plus le nuage de points est dense, plus la 3D sera de bonne qualité. Or, la radiographie ne permet pas d'obtenir un nuage de points dense, si bien que le document 3D qui arrive est de mauvaise qualité et ne peut pas être imprimé en l'état. Par ailleurs, le changement de format, donc du document DCIM au document Estel, donc de la radiographie à la 3D, fait apparaître des anomalies. Donc là, je vous ai mis 2 petits exemples. À gauche, vous avez cette espèce de 8, c'est ce qu'on appelle une double estrope. Donc c'est une forme de cerclage. Donc vous voyez avec cet effet vraiment de palier, hein, presque en Lego, donc qui n'est pas esthétiquement acceptable. Et puis à droite, à nouveau le chien, le même que précédemment, avec toutes les zones en rouge qui en fait cartographient les zones trop faibles pour pouvoir être imprimées. Donc si on l'imprimait en l'état, toutes les zones rouges ne passeraient pas. Donc là, on a un énorme travail par notre second prestataire de reprise de ces documents. Suivant. Alors ça, c'était vraiment la plus grosse part du travail de recherche, trouver un prestataire qui, à la fois, évidemment, réussissait à faire ce travail de reprise pour pouvoir faire une impression et obtenir un élément de bonne qualité, tout en respectant la valeur patrimoniale et scientifique de ces objets archéologiques. Donc ça, c'était assez compliqué à trouver. Donc à gauche, vous avez le cas, donc toujours notre chien, hein, tel qu'il est transformé à l'état brut à partir du document radiographique. Donc là, on a énormément d'anomalies qui ne permettraient pas son impression. Et au centre et à droite, 2 exemples de reprise. Et vous voyez, on peut aller vraiment sur des choses extrêmement différentes. Donc au centre, on a une version qui est très lourde de la matière, vraiment très plastique, très lisse, très grossière, alors qu'à droite, on a un meilleur respect de ce qu'était l'objet. Vous voyez tout de même aussi qu'on a quand même un décalage entre l'élément d'origine et ce qu'on arrive à imprimer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que c'est tout simplement inévitable. Donc là, intervient encore un gros travail de la part du restaurateur pour venir suivre et valider tout ce travail de reprise par le prestataire. Donc nous, on a choisi la société Imalise pour ce travail. Diapositive suivante. Arrive ensuite l'impression 3D. Alors là, c'est un marasme total. On plonge dans le milieu poétique de l'industrie, totalement hermétique à répondre à nos questions. Donc je vous ai mis un petit florilège de termes, de techniques d'impression et de résines associées. Alors la difficulté, surtout ici, c'est le secret industriel, c'est-à-dire qu'il est quasiment impossible de connaître la composition des résines, ce qui évidemment, en tant que restaurateur, pose beaucoup de problèmes. Donc là aussi, il y a eu tout un travail d'évolution finalement des compétences du restaurateur parce que ça signifie un long travail de recherche et d'acquisition des connaissances et du vocabulaire, ne serait-ce que pour pouvoir discuter avec les prestataires pour passer des devis, en fait, comprendre ce que comprend leur devis. Derrière cela, on a lancé et on poursuit tout un travail de recherche sur la nature et le vieillissement de ces résines. Diapo suivante. Alors nous, pour être tout à fait honnête, on ne s'est pas trop mouillé. On a pris la technique la plus simple, qui s'avère être du frittage de poudre. Donc, à partir du document STL que je vous ai montré lorsqu'il a été repris par la société Imalise, on peut lancer l'impression 3D. Donc, le frittage de poudre, c'est tout simplement l'agglomérat de poudre plastique. Nous, on a choisi de le faire en polyamide. Voilà. Parmi toutes les résines qui étaient disponibles, c'était, selon nous, celle que l'on connaît comme étant la plus stable et la plus inoffensive pour les éléments patrimoniaux. Et cette agglomération de poudre se fait thermiquement. Donc on a vraiment la version la plus soft, si je puis dire, en termes de résine. Diapo suivante. Donc voilà un exemple à gauche, donc les objets tels qu'ils nous sont envoyés. Alors là, hors contexte de l'objet global, ça ne ressemble pas à grand-chose, j'en conviens. Là aussi, on a évolué parce qu'en premier lieu, on les a fait imprimer en blanc, ce qui était une erreur parce qu'à retoucher, c'est assez pénible. Donc maintenant, on le fait directement imprimer en noir. On a fait de toute façon des tests également de retouche, comment retoucher du plastique. Et en fin de compte, il s'est avéré que c'était tout simplement un mélange de pigments et de liant acrylique mat. Vraiment la chose la plus simple. Diapo suivante.
Donc là, je vais vous montrer un exemple d'avant-après. Donc ça, c'est un pistolet, pardon, donc tel qu'il est en sortie de fouille. Donc on a un élément, ce qu'on appelle un composite, avec une âme en bois sur lequel étaient montés des éléments en fer, totalement disparus, piégés par cette gangue. Diapo suivante. Et donc voici après traitement. Donc le bois, lui, a été traité de façon tout à fait traditionnelle. Et on a quelque chose de relativement mixte sur cet objet. Donc toute la partie... Alors j'ai pas de pointeur, mais les 3 éléments qu'on voyait dans la main précédemment, hein, donc c'est tout le système d'armement d'un pistolet, ont été retouchés et remontés grâce à un comblement structurel en résine, tout ce qui est de plus classique et réversible. Alors que le canon, lui, il n'a pas été possible de le faire en 3D parce que celui-ci, en fin de compte, était beaucoup trop dégradé pour pouvoir être isolé au moment de l'atomodensitométrie. Donc ça, c'est quand même l'une des grosses limites de l'atomodensitométrie, c'est que, comme son nom l'indique, elle joue sur la différence de densité. Or, si la matière est trop dégradée, il n'y a pas suffisamment de jeu de densité pour pouvoir isoler les éléments qui nous intéressent. Donc là, on a dû faire du moulage, tout ce qui est de plus classique. Diapo suivante. Voilà, donc à nouveau l'objet après traitement. Suivant. Donc évaluons maintenant cette technique. Donc, déjà d'un point de vue un peu déontologique. Donc la technique devait permettre tout d'abord la conservation des gangues. Donc ça, elle est complète dans le cas des objets ferreux. Elle serait partielle dans le cas des composites. Mais de toute façon, elle serait inévitablement partielle puisqu'on est obligé de retirer les gangues pour atteindre les éléments en bois, par exemple. Permettre l'obtention et la conservation des données archéologiques. Oui, celles-ci sont acquises grâce au travail de tomodensitométrie et conservées sur le document radiographique. La grande question, c'est le degré de précision de la tomodensitométrie. Une tomo classique descend à peu près à 100 microns. Est-ce que ça, c'est suffisant pour avoir réellement toutes les données archéologiques? Là, on va poursuivre nos recherches avec des coupons, avec des tests, notamment par exemple pour les décors gravés. Est-ce que la gravure peut apparaître par tomodensitométrie? Ensuite, le respect de la déontologie. Donc la stabilité et la compatibilité. Évidemment, elles sont variables en fonction des résines. Donc là, il y a un énorme travail de recherche sur les résines d'impression 3D. La lisibilité, bien sûr, puisque celle-ci est finalement plutôt liée à la retouche qu'autre chose. Et la retraitabilité, oui, combien même on perdrait les gangues, on pourrait tout à fait refaire à partir des documents numériques ou bien à partir des impressions 3D. Suivant. Alors au niveau de la mise en œuvre, permettre un rendu sélectif des données. Donc la sélection, comme vous avez vu, est tout à fait possible. On peut n'imprimer que les éléments disparus si on le souhaite. Comme je l'ai indiqué précédemment, on a un rendu partiel en fonction de l'état de conservation. Donc ça, c'est vraiment une limite de la tomo aujourd'hui. Être abordable, donc en termes de coût, ça l'est tout à fait. On pourra en reparler au moment des échanges si vous le souhaitez. Au niveau du temps, alors à terme, oui, ce sera abordable en termes de temps. Actuellement, ça nous prend un petit peu de temps parce que ce sont des compétences que nous sommes en train d'acquérir. Et au niveau des moyens, ce qui est tout à fait appréciable, c'est que beaucoup de procédures peuvent être faites à distance, puisqu'on est sur du numérique. Et enfin, être reproductible, oui, tout à fait, à partir des documents numériques, puisque l'ensemble des éléments numériques nous appartiennent. Suivant. Donc, plutôt qu'une conclusion, en fait, je souhaitais plutôt parler de réflexion ou bien d'ouverture de notre recherche, puisqu'on va poursuivre cette première étape de recherche au laboratoire Arcantic. Donc la première étape de cette évolution de la recherche, ce serait de travailler sur différentes pistes pour améliorer le travail d'obtention des images, c'est-à-dire de la tomodensitométrie. Peut-être que cette tomo serait de meilleure qualité, par exemple si on ne venait pas déganguer les objets, c'est-à-dire si on avait quelque chose de complet et donc de fermé. Mais dans ce cas-là, quid des composites, puisque les composites, en réalité, il faut retirer rapidement la gangue pour être certain de conserver ces organiques gorgés d'eau qui sont particulièrement fragiles. Une autre piste, ce serait de conserver ces gangues métalliques gorgées d'eau, puisque évidemment le vide comblé par l'eau permettrait de faire un meilleur jeu sur la densité. Mais là également, gros problème de la gestion de ces collections en eau. Plutôt une forme de réflexion,
peut-être une évolution aussi de notre rapport à l'objet archéologique issu des patrimoines sous-marins. On pourrait tout à fait imaginer, s'il s'avère que la Tomo est suffisante pour acquérir toutes les informations, passer toutes ces collections, lorsqu'on a vraiment de très très grandes collections, comme ça avait été le cas pour la Natière, tous ces objets en tomodensitométrie pour avoir les données archéologiques, scientifiques, n'imprimer qu'une petite partie de ces objets et ne traiter de façon complète que quelques cas emblématiques et représentatifs de la collection totale. Suivant. Alors, autre piste de recherche, cette fois-ci au niveau de l'impression, ce serait de faire un mélange de techniques de moulage et de 3D. C'est-à-dire que plutôt que s'intéresser à la forme, à l'impression de l'objet, imprimer la contreforme, c'est-à-dire imprimer les gangs pour nous servir de moule, ce qui nous permettrait finalement de couler une résine que nous connaissons, que nous savons être stable. Donc on pourrait de cette façon-là se détacher de la problématique de la stabilité et de la compatibilité des résines. Donc ça, c'est quelque chose qui a été abordé de manière de grande qualité par une toute jeune diplômée, Margot Rabillet, donc restauratrice sortant de l'INP, restauratrice peinture, qui a eu cette problématique-là avec un comblement d'une lacune sur une œuvre particulièrement fragile. Donc en fait, elle ne pouvait pas imprimer en 3D un comblement pour sa lacune. Donc en fin de compte, elle a numérisé sa lacune pour créer un moule qu'elle a utilisé pour couler une résine qu'elle savait être stable et compatible avec son œuvre d'origine. Et derrière tout cela, ce qui est évidemment très intéressant, c'est ça démontre aussi l'évolution du rôle du conservateur-restaurateur, puisque la 3D, progressivement, enfin le numérique de toute façon, de manière globale, devient un nouveau champ de coordination pour les conservateurs-restaurateurs. Suivant. Je vous remercie de votre attention.